l'armée sénégalaise a défilé devant le président Abdou Diouf. Et lorsque le président Abdou Diouf, en 2000, a estimé avant même les résultats que le peuple avait choisi, il a appelé le président Abdoulaye Wade pour le féliciter. Fait rare dans une Afrique qui était confrontée à des violences d'État. Une élégance républicaine qu'il faut encore saluer. Le président Macky Sall a été porté au pouvoir. Alors le 4 avril 2012, l'armée sénégalaise a défilé pour saluer son chef suprême. Et que Abdoulaye Wade, n'attendant pas le lendemain, mais le soir, se disant que les tendances lourdes montraient que c'était le président Macky Sall. Alors, il l'a appelé pour le féliciter. C'est le troisième palier du niveau de la démocratie sénégalaise. Et lorsqu'enfin, les élections du 24 mars ont eu lieu, et que c'est le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a été élu président de la République, la même armée, l'armée sénégalaise, a défilé le 4 mars 2025. Mais cette fois-ci, le président Macky Sall, anticipant, avait pris la décision historique le 3 juillet 2023 pour dire qu'il n'allait pas briguer un autre mandat. Alors qu'il en avait la possibilité, qu'il avait le droit constitutionnel. Il ne l'a pas fait. Et dans cette élection ouverte, il n'y avait pas un président en exercice qui mettait son pouvoir en jeu. Et lui aussi, il porta ainsi à un autre niveau, à un autre palier, la démocratie sénégalaise en prenant d'autres décisions, notamment la décision consistante et qu'on oublie souvent et qu'on ne sait pas peut-être, celle qui a permis par le décret 2024-830 portant abrogation du décret 2023-1407 du 31 juillet 2023 qui avait dissous le PASTEF, rendant le PASTEF dans la légalité, qui a permis une campagne victorieuse qui leur a permis d'avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. C'est l'autre palier pour laisser un pays en paix. Mais une société civile aussi, qui est extraordinaire. Avant elle, une administration imaginée entre le 24 mars 2025 et le 2 avril. Tout a été organisé quand il faut aux États-Unis. Après une élection, le 4 novembre, attendre le 20 pour qu'il y ait la transmission du pouvoir. En moins de 10 jours, la transmission du pouvoir a eu lieu. Le 2 avril, le pouvoir a été transmis au nouveau pouvoir. Et ainsi, en moins de 10 jours, moi-même, j'ai eu à faire la première passation de pouvoir avec le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette page a été tournée parce qu'il y avait une volonté que tout se passât bien, que tous les ministres, que tout le gouvernement, que je présidais à l'époque, puissent ainsi rendre possible la transmission très rapide. Et il faut saluer l'action extraordinaire de la société civile. Alioune, vous étiez là effectivement. Abdoulaye Fofana, vous êtes là, tous ensemble, médiateurs, mais aussi le professeur Babacar Gueye, mais aussi Moundiaï Sissé, et tous ensemble, vous avez voulu et donné votre mot pour que le moment qui semblait être le moment le plus dur, où tout semblait tanguer, où tous avaient prédit que le Sénégal allait sombrer dans la violence, mais tout cela a été possible à cause de ses contributions, à cause de ses actions pacificatrices et médiatrices qui ont permis ainsi que nous puissions voter le dimanche et aller travailler le lundi. C'est ça la beauté de la démocratie sénégalaise. La responsabilité, la maturité du peuple sénégalais qui a pu accompagner tout cela. Mais les hommes et les femmes qui au préalable, qui ont eu à travailler à des immensités du savoir,
comme nous pouvons le dire, Maître Bouboukiam, Ali Diop, les Cheikh Anta et bien d'autres qui ont préparé à travers leurs ouvrages toutes ces idées, cette foisonnement d'idées qui nous permet, nous, de mettre notre ouvrage dans ce cadre pour pouvoir montrer qu'avec le savoir, on peut tenir un peuple et éviter que l'on puisse sombrer dans la violence. Seul le savoir libère. Mais nous avons dit qu'on ne peut pas aussi ignorer un droit, souvent bafoué, souvent discriminé, le droit des femmes. Cette discrimination est injuste, cette discrimination est inacceptable face à l'emploi, face à la terre, face au crédit, face aux responsabilités politiques, alors que pourtant elles sont de tous ces combats. Mais la violence à laquelle elles sont confrontées, la violence à laquelle elles sont confrontées, l'excision, toutes ces atteintes à son corps, et particulièrement lorsqu'il s'agit de guerre, où le viol devient une arme de guerre, où le corps de la femme devient un champ de bataille, où les hommes s'exercent à montrer leur puissance et leur force. Avec leurs enfants, les enfants qui sont là, que l'on kidnappe dans la rue, que l'on amène dans les champs de bataille, et qu'on transforme en criminels, alors qu'on ne peut pas leur donner une aspirine, on ne peut pas leur donner un Doliprane, on les charge d'armes lourdes pour qu'ils tuent leurs propres parents. Allah n'est pas obligé pour moi. Il fallait se dresser pour que ce droit puisse exister. Mais aussi, il fallait se dresser pour que l'apartheid sur notre continent puisse cesser. Parce que cela n'est pas acceptable qu'il y ait une ségrégation d'État où la minorité blanche opprime la majorité noire au nom de sa couleur. C'est inacceptable. Et quand il y a eu Chapelville et qu'on a tiré sur des enfants, des élèves à qui on a imposé l'éducation séparée, le développement séparé, pour qu'ils ne puissent pas savoir. Parce que si on n'a pas le savoir, on n'a pas la capacité de transformer nos sociétés. Quand il y a eu Soweto, le monde entier s'est levé. Le président Abdou Diouf a organisé ici et à Dakar en 87. C'est pour parler qu'ils vont produire finalement le déclic nécessaire qui va permettre à ce pays de connaître ses premières élections en 1994. Et le plus vieux président au monde, Nelson Mandela, qui était à Robert Island, que j'ai eu à visiter, une prison, lui avec ses 1,92 m, il était recroquevillé dans cette petite cellule et il a pu tenir au nom de ce qui paraît être important, la dignité de l'homme. Nous avons pu voir donc qu'il fallait abattre ces régimes. Il l'a été lorsque les Nations Unies l'ont déclaré comme étant un crime contre l'humanité. Lorsqu'il a été ici enseigné, ici au Sénégal, par les élections du président Abdou, que l'apartheid est un crime contre l'humanité dans toutes les écoles et les écoliers du Sénégal le savaient. Mais nous avons dit, mais l'État c'est d'abord l'État de droit. Et l'État de droit, c'est la primauté du droit. L'État de droit doit respecter le droit de l'État et ne pas s'exonérer de l'application du droit de l'État en invoquant la raison d'État. Et pour brimer le droit du plus faible, et se disant que la raison du plus faible, du plus fort est la meilleure. Non. Dans une démocratie, l'État de droit fonctionne sur le principe d'égalité, sur le principe d'équité, sur le principe de justice, sur le principe d'impartialité, sur le principe de non-exclusion, sur le principe de non-discrimination. Alors là, en ce moment, cet état de droit va reposer sur le socle d'une justice indépendante et impartiale qui représente cette belle et grande femme de la mythologie grecque que l'on appelle Thémis. Vous voyez les yeux bandés. Vous voyez avec dans la main droite une balance et deux plateaux. Et aussi le glaive avec la main gauche. Avec une signification très précise. Les bandeaux, c'est l'impartialité. Parce qu'elle ne voit pas celui qui est riche, celui qui est pauvre, celui qui est puissant, celui qui est faible. La balance d'équité pour que ces deux plateaux ne puissent pas être déséquilibrés. Mais aussi le glaive pour trancher net le litige sans état d'âme. Il faudrait donc qu'il y ait une justice qui soit une justice qui ne soit pas partiale, qui ne soit pas partielle, qui ne soit pas vengeresse. Mais qu'il y ait une justice et qui ne ressemble pas à la justice de l'injustice ou la justice de l'injustice.
C'est pourquoi il y a un ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, le seul ministère qui porte le nom d'une vertu. Pour dire que la justice doit être vertueuse. Sinon, elle serait le ministère de l'injustice. En ce moment, elle serait vicieuse. Son impartialité, c'est d'éviter qu'elle soit sous les bords du pouvoir exécutif, qu'elle soit vassalisée, qu'elle soit dominée par des puissances maléfiques et aussi par l'argent qui corrompt jusqu'à la moelle des os. Donc les magistrats dignes, libres, impartiaux, en capacité de rendre la justice sans peur, sans crainte, en se disant c'est au nom de la loi qu'on doit le faire. Et dire aussi que l'impunité non, parce qu'elle est la cause de la répétition du crime. Et il faudrait continuellement lutter pour faire en sorte qu'il y ait une justice. Et que ceux qui ont commis des fautes qu'ils puissent rendre la justice, ceux qui ont commis des détournements puissent rendre aussi compte à la justice. Mais la justice doit fonctionner sous les règles. La présomption d'innocence. Il n'y a pas de présomption de culpabilité dans notre droit. La présomption d'innocence, vous êtes innocent jusqu'à ce que, après la décision du juge d'instance, du juge d'appel, du juge de cassation, qu'il y ait une décision définitive qui soit revêtue de la chose jugée. En ce moment, on dira que vous êtes coupable. Sans cette intervention, vous êtes un homme libre. Cette justice est impartiale. C'est l'égalité de tous les citoyens devant la loi, de tous les justiciables devant la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi, mais nul n'est au-dessous de la loi. Les preuves doivent être discutées librement, publiquement, qu'elles soient intangibles, incontestables, indéniables, pour qu'on puisse condamner. Et que le juge le fasse, toujours sans crainte. C'est cette justice que nous appelons. Et nous avons dit que quand on parle de justice, et quand la justice ne marche pas, qu'il y a la justice régionale, celle de la CEDEAO, et là je vois dans la salle le secrétaire général qui a servi le juge Mansour Tall avec brio, relevant du niveau de l'indépendance et aussi de la compétence de la justice sénégalaise. Merci d'être là. Mais il faudrait dire, en ce moment-là, qu'il faudrait que la justice puisse se transformer sur le plan international, qu'elle devienne la justice internationale lorsqu'il y a des crimes de masse qui froissent la conscience humaine. Crimes de masse que l'on appelle les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression, crimes imprescriptibles que l'humanité récuse. Nous avons connu la tragédie au Rwanda, entre le 6 avril 1994 et le 31 juillet 1994, les Nations Unies ont chiffré 800 000 à 1 million de morts. Parce que l'autre est reconnu comme étant Batutsi, l'autre est reconnu comme étant un Batwa, l'autre est reconnu comme étant un Bahutu. Des nègres, tous qui se regardent, mais qui se distinguent par des distinctions qui leur sont tout simplement chimériques, parce qu'étant dans la guerre. Les paroles de mille collines qui ont pu armer les esprits et armer les mains, qui est devenue une main meurtrière. On a dit que ces crimes ne pouvaient pas rester impunis, tel que nous l'avons connu après la Deuxième Guerre mondiale, avec les tribunaux de Nuremberg, les tribunaux de Tokyo, et pour la première fois, des tribunaux internationaux vont juger ceux qui se sont rendus coupables des crimes les plus graves. Mais ces tribunaux étaient tout simplement des tribunaux temporaires. Mais il fallait une justice, il fallait un tribunal, il fallait une cour qui devrait être permanente. Et c'est ainsi qu'en 1998, cette réunion a eu lieu à Rome. C'est toi qui y étais, mon cher ami Alioune. Et la Cour pénale internationale est née le 17 juillet 1998. Il y a eu la part des organisations sénégalaises des droits de l'homme. Mais ce qui est important qu'il faudrait retenir aujourd'hui, c'est que lorsque cela a eu lieu, le président Abdou Diouf
a fait ratifier son premier ministre était Mamadou Loum. Le statut de Rome. Et Maïmouna Diop Si, qui aurait dû être parmi nous et qui n'a pas pu se joindre à nous, était celle qui a fait la démarche pour que notre pays soit le premier pays à avoir ratifié le statut de Rome. Et le combat pour la justice internationale. Et lorsque vous allez à La Haye, vous verrez, parce qu'entre-temps, je ne dirais pas le hasard, mais je dirais tout simplement, Dieu, le maître absolu des destins, avait voulu que je puisse être élu le 8 décembre 2014 à New York comme le président de l'Assemblée des États partis au statut de la Cour pénale internationale. Mansour Ndiaye était ministre des Affaires étrangères qui a mené cette campagne victorieuse. Et quand nous sommes partis à La Haye, et qu'il m'a été demandé de poursuivre les travaux de rénovation du chantier du siège de la Cour pénale internationale, quand cela a été fini, quand tout finit, en 2016, le 19 avril, nous étions là. Alors, on a aligné les drapeaux. Le premier drapeau était le premier drapeau du Sénégal. Après 124 autres, quelle fierté! C'était le message universel du Sénégal, message de la paix, message de la justice, message de la démocratie, message de la concorde en tous les peuples du monde. Et quand dans le hall, il a fallu qu'il y ait un premier cadeau. Ce cadeau a été l'objet d'un fresque, une fresque géante qui a été faite ici par Khalidou Kassé. Ici, quand vous allez dans ce hall, vous verrez que le Sénégal aussi, à travers cette fresque et ce livre ouvert, que c'est un pays de paix et de démocratie. Nous avons dit aussi le droit à l'effectivité des droits. Leur jouissance effective n'est possible que lorsqu'il y a un cadre. C'est le cadre de la paix. Cela n'est pas possible dans le cadre de l'insécurité. Une insécurité généralisée n'est pas possible et est un obstacle à la jouissance effective des droits de l'homme. Et regardant dans le préambule de l'UNESCO, vous verrez que l'idée de guerre naît dans les esprits. Donc c'est à ce niveau qu'il faut combattre, arracher l'idée de la violence dans l'esprit des hommes pour pouvoir les amener à pouvoir concevoir d'autres formes d'existence et de cohabitation entre les humains. Alors nous avons dit qu'il fallait l'éducation des droits de l'homme, qu'il fallait faire en sorte que toutes les couches, toutes les catégories sociales, dans les écoles de formation, mais les forces qui sont chargées de l'application, les forces de défense et de sécurité, que tous puissent comprendre comment peut-on appliquer une loi qu'on ne connaît pas. C'est ce travail qui a permis essentiellement à faire en sorte qu'il y ait dans plusieurs pays cette volonté de lutter contre les guerres. Ça, c'est le parcours militaire. Il va s'entrevêcher avec le parcours institutionnel. Lorsque le 1er septembre, j'étais à la maison de l'Amérique latine à Paris. J'assistais au mariage de Renaud, fils d'Albert Gouchy, paix à son âme. J'ai reçu un coup de fil du président Macky Sall. Il me demanda, je vous nomme garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour faire la réforme de la justice et le développement de Tamba. Mais j'étais hésitant, parce que ce n'était pas la politique où je militais. C'est mon frère, Lassana Kaba, l'honorable député en face de nous, qui s'est battu continuellement pour la politique qui aurait dû être le ministre à ma place. Le maître absolu des destins, lorsqu'il a fallu parler de Tambacounda, ma ville natale, qui m'a vu naître, il faut peut-être, pourquoi pas, pour essayer de voir le lien entre la relation à l'idéal et la relation au réel.
Est-il possible d'être dans le gouvernement sans appliquer ses convictions et pouvoir porter ce qui paraît être essentiel, à savoir dans la défense des principes de l'État qui doit fonctionner, parce que nulle part n'existe un État anarchique, mais que les règles et lois puissent s'appliquer. Alors il fallait peut-être essayer cela. Alors là a commencé une série de nominations au niveau du ministère de la Justice. Et là, au ministère de la Justice, comme j'ai eu à vous le dire, c'était le temple de Thémis. J'ai rencontré les juges, des hommes sérieux dans le travail, engagés dans le travail, difficile, ardu, et qui savent qu'ils ont une responsabilité. Parce que cette responsabilité, c'est avant tout de trancher la liberté des gens, parce qu'il est possible de les envoyer en prison. Ils le font avec rigueur, parce qu'ils se disent, mieux vaut laisser courir un coupable que de condamner, alors tout simplement un innocent. Ils le font aussi avec sérieux, parce qu'il s'agit de l'honneur d'un homme qui ne doit pas être bafoué, qui ne doit pas être dans le don, qui cherche à ce que le déshonneur dans lequel on l'a plongé, qu'il y ait justice. Comme François Mitterrand disait, lorsque son premier ministre, Pierre Bourgouvia, s'était tout simplement suicidé le 1er mai 1993, il a dit l'honneur d'un homme jeté au chien. C'est un travail sérieux, parce qu'il s'agit du bien, de trancher sur le bien d'une personne. C'est pourquoi il a peut-être mis 30 ans de sa vie pour construire une maison qu'il faudrait vendre. On ne peut le faire sans rigueur, sans sérieux. Alors j'ai retenu de ces hommes qui étaient là-bas, dont l'un des éminents représentants était Mansour Tall, qui était mon secrétaire général, qui nous a ici et qui nous a initiés à l'écriture administrative, à toute l'équipe qui était avec moi, Aminata Fall Cissé, mais également aussi Lamotte, Malik Lamotte ici dans cette salle. Nous avons pu bénéficier de son immense expérience administrative. Et lorsque je suis parti aux affaires étrangères, cette maison de Manqueur, cette maison de l'ambassadeur Ibrahima Kaba, qui est resté pendant plus de 20 ans au Gabon pour représenter le Sénégal et défendre ses intérêts au plus haut niveau. Là, si c'est la rigueur, j'ai trouvé ici le clair-obscur. Parce que c'est des hommes passionnés, des hommes engagés à la tenue et à la retenue, à l'élégance, et qui parlent discrètement, qui parlent avec douceur pour pouvoir défendre les causes qui sont là. Ils le font. Et même pour une virgule, pour un point, passer la nuit, faire en sorte que la virgule ne change pas le contenu du sac. Et quand ils élèvent la voix en sortant, alors ils ferment la porte avec douceur pour se dire, parce que demain ils le voudront. Parce qu'ils ne lâchent jamais. Les diplomates. C'est avec eux que nous avons des accords qui sont signés. Quelquefois, il faut une table sur des montagnes de crimes, de cadavres, mais ils le réussissent. Ce qui fait le rayonnement international du Sénégal, qui n'a rien à voir avec son territoire, la superficie de son territoire, 196 000 km², avec aussi sa population, 18 millions. Mais par la diplomatie respectée à travers le monde. Et lorsque j'ai été au ministère des Forces armées, alors là, on me dit, le chef a raison. On me dit, le chef a toujours raison. On me dit, quand il y a des ordres, il faut les exécuter sans murmure ni hésitation. Pourquoi? Parce que dans l'armée, la colonne vertébrale reste d'abord l'obéissance et la discipline. Dans l'armée, on n'obéit pas à deux loyautés. Il n'y a qu'une seule loyauté, celle qui est dirigée au niveau du chef suprême des armées. Et l'on dit même que celui qui ne sait obéir n'est pas digne de commander. Le général François Ndiaye est là. C'est un credo du ministère des Affaires et du ministère des Forces armées. Et lorsque j'ai migré au niveau du ministère de l'Intérieur, j'ai trouvé ici le cœur de l'État, avec des policiers toujours à la recherche, la plus petite chose pour assurer notre sécurité sur tous les plans et éviter que le terrorisme puisse frapper.
Mais aussi au cœur de tout cela, les gouverneurs de région, au cœur de tout cela, la société civile, au cœur de tout cela, mais les religieux. L'État dans ces différentes catégories. Et lorsqu'il m'a été donné, finalement, guerre à la primature, par la volonté du président Macky Sall, diriger l'action gouvernementale, le secrétaire général du gouvernement, qui a fait les dossiers, ministre Gueye, en face de moi ici, qui ont préparé ces dossiers. Alors, nous avons pu ainsi faire dans ce parcours institutionnel, reconnaître et recommander, reconnaître, mais en même temps surtout rencontrer des hommes de grande valeur, de grande qualité. Et ici, je vois dans la salle l'académicien, le quadruple, je ne dis pas le quintuple académicien, le ministre de l'Agriculture, brillant ministre de l'Agriculture, je le nomme Papa Abdoulaye Seck. Et aussi le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, qui a eu à me dire en Conseil des ministres, vous êtes le ministre des ministères de souveraineté. C'est montrer la pureté du cœur. Et alors, que dois-je dire? Je voudrais formuler des remerciements à mes pères et mères qui m'ont donné l'éducation dans la rigueur, mais en même temps dans l'honnêteté et surtout dans l'engagement et l'endurance et la fraternité avec tous les êtres humains. Mes frères et sœurs, dont la Sénacada, les représentants ici, qui sont tous ici présents pour apporter leur soutien en ce jour où nous avons une auguste assemblée de personnalités.